Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'actu. 6 mois après les élections, la formation du gouvernement bruxellois est à l'arrêt. Le blocage semble complet. Alors comment expliquer que l'on en soit arrivé là? Comment sortir de l'impasse? On en parle ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pascal Deluit, bonsoir. Vous êtes politologue à l'ULB, et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Steven Van Gars, bonsoir. Vous êtes journaliste politique à Bruges. C'est ça. Merci d'être avec nous ce soir. Première question pour vous, Pascal Deluit. Au soir des élections, est-ce que vous imaginiez qu'on en serait là aujourd'hui dans la formation du gouvernement bruxellois? J'imaginais qu'on pouvait en être là, oui. Pour deux raisons. La première raison, c'est l'éparpillement et la fragmentation électorale qui se sont accrues à Bruxelles, tant dans le rôle linguistique francophone que dans le rôle linguistique néerlandophone. Et puis, il y avait cette difficulté particulière d'atteindre une majorité dans le rôle linguistique néerlandophone, où il fallait à minima 4 partis si on voulait éviter le team Foix-Haïdar. Et donc, une difficulté nouvelle pour atteindre une majorité dans ce spectre linguistique-là. Oui. Alors, Steven Van Gars, je le disais, on a l'impression d'être dans une impasse. Pour vous, le brouillard est complet quant à la sortie de crise? Oui, absolument. Donc, ça fait maintenant 6 mois qu'on essaye, que le gouvernement essaye, ou les formateurs essayent d'avoir un gouvernement. Et c'est hyper compliqué. On a perdu beaucoup de temps aussi. Je pense qu'au début, du côté néerlandophone, on a trop longtemps pensé qu'il faut tenir compte de ce que les francophones veulent. Et ça a été très difficile, surtout que Elke van Brandt a longtemps essayé d'avoir une coalition Groen, OPVLD, Vooruit et CD&V, et ça n'a pas marché. Et donc là, on a perdu beaucoup de temps. Oui, et donc le nœud du problème, c'est vraiment du côté néerlandophone. C'est là qui fait aujourd'hui qu'on est dans l'impasse. C'était le problème. Et pour l'instant, il y a quand même une majorité néerlandophone avec la NVA. Mais bon, ça complique bien sûr aussi les choses parce que le PS a dit non à la NVA. Ça, oui. Ça on sait. Alors la difficulté aussi, Pascal Deluit, c'est côté néerlandophone, c'est la nécessité d'avoir 4 partis alors qu'il n'y a pas 4 postes ministériels. Oui, c'est une difficulté objective. 2 ministres, un secrétariat d'État. Après, c'est une difficulté objective, mais qui peut être relativisée. Mais en tout cas, c'est clairement une difficulté objective, ça c'est sûr. Oui, parce qu'on aurait pu former une majorité à 3 avec la team Foix-Haïdar, même si la majorité aurait été courte. La team Foix-Haïdar, il y a eu une exclusion côté francophone, du côté du MR notamment. Est-ce que vous pensez que là-dessus, elle est définitivement hors jeu? En politique, on vous dit tout le temps, ne dites jamais jamais, mais ça me paraît très très difficile à faire accepter, tant pour le MR que pour les engagés. Et je crois que même le PS ne serait pas du tout favorable à ce scénario. Oui, et pour vous, Steven? Oui, je pense que c'est une piste qui n'a jamais été vraiment étudiée. On l'a dit dans la presse, qu'on parle aussi avec Foix-Haïdar, mais je pense que ça n'a jamais été vraiment pris au sérieux, même du côté néerlandophone, pour 2 raisons. D'abord, pour la stabilité de cette majorité. C'est un nouveau parti, c'est pas facile, on n'est jamais certain si ça va se tenir. Et de 2, on sait quand même que Foix-Haïdar a quitté Vooruit et qu'entre Hans Persons et Foix-Haïdar, c'est pas non plus la bonne relation. Ouais. Et donc, on le voit, comme le dit Steven, il y a une majorité aujourd'hui qui est proposée côté flamand avec la NVA, mais elle est refusée par le PS. Vous pensez que là, on est aussi face à une situation qui semble difficile, inextricable quand on la voit? C'est une situation qui paraît inextricable, mais dont on devra sortir un jour. Je crois que pour le PS, il y avait 2 choses qui étaient compliquées avec la démarche. La première, c'est d'amener la NVA dans le jeu. Amener la NVA dans le jeu, ça veut dire le parti le plus à droite de la région qui est dans le gouvernement, le parti le plus important de la majorité à la communauté flamande, dont on voit qu'elle veut un peu s'occuper des affaires bruxelloises, le principal parti de Bruxelles qui a annoncé vouloir réduire, voire supprimer Bell'iris. Donc c'est quand même très très difficile à accepter. Et par ailleurs, c'est un parti qui n'a pas de relais dans la vie politique, dans la vie locale des citoyens bruxellois. Il n'y a aucun conseiller communal à l'issue des élections du 13 octobre. Donc voilà, situation complexe. Après, est-ce que c'est rédhibitoire jusqu'à la fin?
Ça, c'est au Parti socialiste éventuellement d'y répondre à un moment donné. Oui, alors justement, pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir de la part du PS qui s'est retiré des négociations. Ahmed Laoueche s'en est expliqué sur notre antenne il y a 15 jours. Je vous propose de l'entendre. La NVA, c'est un parti qui pèse 2%. Je rappelle que le Parti socialiste pèse plus de 20%. C'est 2 sièges au Parlement, nous en avons 16. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous ne pouvons pas être l'otage d'un parti qui demain aura droit de veto au sein du gouvernement. Il faut que les auditeurs comprennent que quand on est dans un gouvernement, on peut bloquer toutes les décisions. Être responsable, c'est refuser que Bruxelles soit mis sous la tutelle de la région flamande. Être responsable, c'est de ne pas accepter qu'un parti qui est poreux aux idées racistes ait demain droit de cité et surtout droit de veto au sein d'un gouvernement, c'est-à-dire possibilité pour lui de bloquer tous les dossiers chaque fois que ça ne rencontre pas son agenda communautaire et séparatiste. C'est ça, bien évidemment. Alors Steven, comment ça a été perçu côté flamand, ce refus obstiné du PS de continuer les négociations? Oui, d'abord, c'était quand même difficile parce que finalement, il y avait une majorité néerlandophone. Elke Van Brandt, à Londres, on lui avait reproché de ne pas arriver à ça. Et donc, finalement, c'est quand même, elle a quand même réussi à former cette majorité. Mais je peux quand même aussi comprendre le PS parce qu'il y a quand même un certain risque que si la NVA monte au gouvernement, que ce sera difficile, qu'il y aura des vétos, que ce sera difficile à gérer Bruxelles. Mais je pense qu'il y a quand même aussi un avantage. On sait que le fédéral prépare quand même des mesures assez fortes au marché de travail, par exemple, avec le chômage et limité dans le temps. Oui, autres mesures. Et je pense que ce serait quand même peut-être une bonne idée d'avoir un relais au gouvernement bruxellois pour faire avancer ça. Les choses. Oui. Oui. Alors, juste une question, parce qu'il y a eu, juste avant le retrait du PS, il y a eu cette super nota d'Elke Van den Brandt qui a fouetté dans la presse, où il y avait quand même des choses inacceptables pour de nombreux partis francophones, fusion des zones de police, fusion du CPS. On imagine que ça a donné du grain à moudre pour le Parti socialiste. Oui, c'est un élément, c'est le deuxième élément central sur lequel, évidemment, le Parti socialiste, mais pas uniquement, tous les partis francophones sont hostiles à ce scénario-là, ou pour être plus correct, sont hostiles à ce scénario-là avec un cadre institutionnel inchangé. En réalité, de manière générale, on doit pouvoir discuter de tout, je pense, mais avec le cadre institutionnel, et on le voit d'ailleurs dans la formation de ce gouvernement, avec le cadre institutionnel bruxellois contemporain, il n'y a pas moyen de discuter de ces choses-là. Et donc, la note d'Elke Van den Brandt, qui amène la NVA avec un agenda très communautaire, était du grain à moudre pour ceux qui disent c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Les francophones ont dit, certains francophones ont dit que c'était une provocation, cette note. Oui, sauf qu'il faut bien comprendre que c'était pas une super nota, c'était juste une note de convergence, c'était un rassemblement des points des différents partis de cette majorité néerlandophone mis dans une note. C'était pas une note discutée où tout le monde était déjà d'accord, c'était juste une note pour rassembler les partis néerlandophones. Et je pense qu'il faut quand même au moins parler et refuser le débat, ça c'est jamais une bonne idée, je trouve. Oui, alors par rapport à ça, il y a eu après une tentative du formateur David Leister qui a été frappé à la porte de Défi et d'Ecolo. Ça aussi, ça a étonné certains, puisque Ecolo avait dit dès le départ qu'il était dans l'opposition, alors que Défi laissait une petite porte ouverte. Ouais, je dirais, il n'y a rien d'illogique à ce que l'informateur informel, si on peut l'appeler comme ça, voit des partenaires, discute avec des partenaires, envisage des scénarios. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est que tout ça a été rendu public. C'est-à-dire, si vous envisagez réellement d'essayer de construire une majorité inattendue, c'est-à-dire avec 4 partis francophones, 4 partis néerlandophones, pourquoi pas? Je veux dire, le jeu est ouvert vu la fragmentation électorale, mais vous ne faites pas ça en pleine lumière. Vous faites ça par, je dirais, petit conclave, petit séminaire, et voir dans quelles conditions éventuellement Défi, dans quelles conditions éventuellement Ecolo pourrait monter dans une majorité. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un article dans la presse, dans la Libre, où finalement il y a eu cet appel qui a été rendu public du formateur David Leister avec quelques propositions pour Ecolo, des propositions que la coprésidente vient de balayer du revers de la main. Elle était ce matin sur notre antenne, écoutez-la.
Au mois de juin, les électeurs et les électrices se sont exprimés et ils ont décidé de nous placer dans l'opposition. Ce n'est pas quelque chose qui nous réjouit, mais c'est un fait politique. Et en tant que parti politique, on doit être à l'écoute de ce signal qui a été envoyé et on doit le respecter. C'est le choix que nous faisons. Cette note qui s'intitule de manière un peu exagérée « Note de convergence », c'est en fait un communiqué de presse. On ne sait pas si nous l'avons reçu avant les journalistes ou si les journalistes l'ont reçu avant nous. Ce n'est en tout cas pas une manière de rentrer en négociation. Ce n'est pas une main tendue. C'est un scénario qui est grotesque. Quand on voit la campagne qui a été menée, quand on voit les premières décisions qu'ils ont prises au niveau du Parlement bruxellois, notamment de revenir sur la lèse, ce qui permet à chacun et chacune de respirer un air de qualité, et en particulier les enfants qui sont les premières victimes, quand on voit tout ça, bon, on est courtois, on est de bon ton, on est respectueux, mais imaginez les libéraux faire la danse du ventre devant les écologistes, vous conviendrez avec nous que c'est quand même un peu ridicule. Ouais, les mots sont très durs, Pascal Deluitte, grotesque. Ouais, la démarche était vraiment inattendue et peu usuelle. Après, sur le premier propos de Mme Lecoq, je crois qu'il faut quand même un peu de recul. C'est-à-dire, aucun électeur, quand il vote, ne vote en se disant « j'envoie un parti dans l'opposition » ou « j'envoie un parti dans la majorité ». Et on peut imaginer quand même que les 10% d'électeurs et d'électrices qui ont voté pour Écolo espèrent peut-être quand même qu'Écolo soit dans la majorité. Dans l'absolu, un résultat électoral qui soit bon ou mauvais ne vous garantit ni la majorité ni l'opposition. Mais c'est vrai que la démarche, alors si on la regarde du point de vue du MR et des engagés, est une démarche qui, je crois, a quand même surpris beaucoup d'observatrices et d'observateurs. Oui, elle a surpris Steven Van Gers, et il y a des mots très durs aussi de Hans Persons, Vooruit Brussels dans De Morgen d'aujourd'hui, où elle dit on a perdu 3 semaines, on savait bien qu'on allait à l'échec avec cette proposition à défi écolo. Oui, je pense que c'était quand même assez clair que l'écolo n'a jamais voulu entrer dans un gouvernement. Je pense que l'AMR a essayé de diviser un peu l'écolo, parce qu'il y a quand même quelques voix qui sont quand même partisans à une participation au gouvernement, mais on savait que c'était très très difficile. Et maintenant, il y a effectivement Hans Persons qui propose un médiateur. Elle dit que ça ne va plus, il faut remplacer. Bon, elle propose ça plus gentiment, mais il faut un médiateur. Oui, elle se demande si David Leyster est vraiment... il faudrait qu'il soit plus fort à la barre, plus présent à la barre. Elle met en cause son rôle de capitaine. Oui, mais c'est vrai, mais ça fait quand même 6 mois qu'on essaye, et on sait aussi qu'entre les MR et le PS, ça ne passe pas du tout bien. Ça fait des semaines qu'ils ne se parlent plus. Donc il faut que ça change et qu'il faut trouver une solution quelque part. L'inconvénient, le désavantage de Bruxelles, c'est qu'on n'a pas de roi qui décide de ça. Donc ça n'existe pas. Oui, on pourrait revenir au bon vieux temps de Hahn avec un démineur, Pascal Deluitte. Non, au fond, je ne crois pas qu'il faille un démineur. C'est le rôle du personnel politique d'aboutir à un accord. Après, il me semble que pour les hommes et les femmes qui sont formateurs informels et ceux qui sont pressentis dans la majorité, il y a quand même une chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a 1 million, presque 200 000 Bruxelloises et Bruxellois qui attendent leur gouvernement. Et qu'il faut revenir à l'essentiel. Il y a cette attente, il y a des politiques publiques à mener dans un contexte difficile par rapport aux négociations fédérales, difficile budgétairement au niveau fédéral, très difficile budgétairement au niveau bruxellois. Donc je pense que pour des personnalités comme David Leyster, Tamed Lawege ou Elke van den Brand par exemple, il est temps de se mettre autour de la table. Vous parleriez d'irresponsabilité, vous, à certains moments? Non, je ne veux pas porter de jugement de valeur. Je dis juste qu'il faut, à un moment donné, revenir à l'essentiel. On est dans un contexte qui n'est pas simple. Les Bruxelloises et les Bruxellois méritent un gouvernement de plein exercice. Il faut maintenant atterrir. Oui, mais sur la question qui est parfois posée frontalement ou parfois posée à demi-mot, est-ce que David Leyster est la bonne personne à la bonne place aujourd'hui? Vous savez, le corps électoral s'est positionné et le corps électoral a, même si le paysage est très fragmenté, même si dans une certaine mesure ce n'est pas défaut, a mis le MR en première position. Donc il est légitime qu'un parti qui est en première position puisse conduire les négociations. Ce n'est pas obligatoire, rien n'impose cela. D'ailleurs, on a déjà eu des formations sans la présence du premier parti. Mais dès lors qu'il n'y a pas d'alternative à la présence du premier parti, c'est légitime que le premier parti, tant dans le rôle linguistique néerlandophone que francophone, mène les négociations.
Après, si vraiment on aboutit à une situation de blocage, peut-être qu'il faudra, éternel, si je peux le dire comme ça, il faudra envisager d'autres choses. Mais pour vous, il n'est pas temps d'un médiateur. Le temps n'est pas venu d'un médiateur pour l'instant. Il est temps de revenir à l'essentiel et que donc, voilà, le scénario alternatif étant mort-né, on se remet autour de la table et on essaye d'atterrir. Oui. Alors il y a certains qui lancent des appels au dialogue. C'est le cas de Christophe de Beukelaar, le chef de file des engagés. Écoutez-le, il était l'invité de Bonjour Bruxelles le 6 décembre. Et vous voyez, vous allez l'entendre, ses propos sont très clairs. On le sait, au mois de mars, l'institution Standard & Poor's va abaisser notre note. Ça veut dire pour les auditeurs qui nous écoutent que, en fait, le budget va encore s'aggraver, la situation budgétaire va encore s'aggraver. Et alors là, on n'aura plus qu'une solution, c'est de s'adresser aux Flamands et aux Wallons pour leur demander de l'argent supplémentaire. Et leur réponse va être, évidemment, peut-être oui, mais avec des conditions très fortes sur une certaine, sans doute, cogestion de Bruxelles. Et c'est ce que nous, comme Bruxellois, on doit absolument éviter. La situation de négociation de départ des partis flamands, c'est la fusion des CPS et des communes. C'est pas ça ne m'étonne pas. C'est pas la situation de départ uniquement de la NVA. Je demande à M. Lawesh aussi de regarder le programme de Vorreut. Le programme de Vorreut dit exactement la même chose. Vorreut, le partenaire flamand des socialistes avec lequel ils n'ont aucun problème de discuter. C'est exactement le même projet institutionnel que la NVA. Mais vous savez, moi, quand je vais venir à la table des négociations, qu'est-ce que je vais mettre sur la table? Je vais mettre sur la table la diminution par 2 des députés régionaux bruxellois. Ça ne plaît pas aux Flamands. Et si je dis ça aux Flamands aujourd'hui, ils me disent c'est imbuvable. Je vais proposer, par exemple aussi, dans toutes les administrations aujourd'hui, vous avez des directeurs et un directeur d'un certain rôle linguistique est toujours accompagné d'un directeur adjoint d'un autre rôle linguistique. Est-ce que c'est efficace, ça? Est-ce que c'est du hoedbestuur? Non. Eh bien, tous ces éléments-là, moi, je vais les mettre sur la table. On voit, hein, là, les positions peuvent finalement devenir de plus en plus tranchées. Oui, mais ça c'est la formation d'un gouvernement, c'est comme ça. Hein. Il y a des positions de chaque parti et après, il faut parler et trouver un compromis. Ça a toujours été comme ça en Belgique, à Bruxelles. Et ça a toujours marché aussi. Donc, Oui, mais si effectivement Christophe de Beukelaar vient avec ses propositions diminution de moitié des députés bruxellois, pour ne citer que cette proposition-là, on est reparti pour un tour, voire 2, voire 3, voire 10 tours. Hein. Oui, ça c'est vrai. Et ça c'est un peu un risque qu'on ouvre une boîte de Pandore et qu'il y aura des discussions qui vont mener à nulle part. Ça c'est aussi un risque. Mais ça c'est comme ça. Il faut aussi savoir que c'est au niveau fédéral que ça se discute aussi. Hein, parce qu'on dit ici que c'est Bruxelles n'a pas beaucoup à décider là-dessus. Oui, et justement, vous pensez, vous, comme le dit Christophe de Beukelaar, qu'à un moment donné, si ce n'est pas déjà le cas, le fédéral va s'en mêler et qu'il y a un risque de cogestion de Bruxelles? Alors, d'abord rappeler qu'un certain nombre de propositions qui sont émises dans le débat ne sont pas de la compétence de la région, effectivement. Hein, elles sont de la compétence du fédéral. Et le plus souvent, d'ailleurs, via un mécanisme de loi spéciale. Donc, c'est vous dire que... on n'est pas sorti de l'auberge. Avant qu'on y arrive, il y a un certain temps. Sur la cogestion, là aussi, hein, on ne peut pas changer des règles institutionnelles, donc n'effrayons pas des choses et des gens avec des choses qui ne peuvent pas se passer. 3, encore une fois, c'était très difficile de faire advenir la région de Bruxelles-Capitale. Hein, très, très difficile. Dernier venu des entités qui vont devenir des entités fédérées. Je pense que les négociateurs et les négociatrices doivent se rappeler de ça et que les Bruxellois veulent être gouvernés par les Bruxellois. Hein, et que donc, à un moment donné, quand bien même c'est difficile, mais il n'est écrit dans aucune charte que les hommes et les femmes politiques ne sont confrontés qu'à des choses faciles. Il faut revenir à l'essentiel et... Allez, quand on voit les partis autour de la table, bien sûr, ils ont des programmes différents. C'est normal, c'est des partis. Ils ont des programmes différents, mais des compromis sont néanmoins, me semble-t-il, atteignables, et entre la gauche, et entre la droite, et entre les partis francophones et les partis néerlandophones. Oui. Et quand on voit la situation aujourd'hui, pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir, Steven Van Gaert, est-ce que vous pensez qu'on doit aller, pendant cette législature, vers une refonte des institutions bruxelloises pour ne pas arriver à ce type de scénario ? Bon, il faut d'abord constater quand même que le nombre de néerlandophones a diminué. Ça, on sait, il y a des statistiques, ça a été calculé. Mais on voit que l'électorat néerlandophone a gonflé. Donc là, on voit quand même qu'il y a un certain problème. On voit maintenant dans le groupe néerlandophone un élu de Team Fataheder qui ne parle même pas néerlandais. Donc là, il y a quand même un problème. Ça, il faut quand même constater. Mais de là
à revoir tout ça. Je pense que ce ne sera pas facile sans qu'on touche aux garanties des néerlandophones. Ouais. Et là, donc ça veut dire que la représentation néerlandophone garantie, c'est impossible à discuter pour les partis flammands Ça, je ne sais pas, mais il faut quand même savoir ce qu'on fait et d'où ça va mener. On compare souvent aussi aux conseils communaux, aux communes, mais là on voit quand même que les néerlandophones n'ont pas beaucoup à dire, donc ils sont quand même vraiment minorisés. Donc je ne sais pas si ça c'est le bon modèle pour copier pour la région. Oui, pour vous il faut revoir les institutions pour éviter les blocages. Je pense qu'il faut les revoir, pas pour éviter les blocages, mais qu'il faut les revoir parce que certains éléments ne sont pas bons. Il faut les revoir en garantissant un certain nombre de droits importants et fondamentaux pour la minorité néerlandophone. Donc ça veut dire un nombre de députés garanti pour vous Par exemple, un nombre de députés garanti, par exemple la parité au Conseil des ministres, qui sont des éléments. En revanche, je pense que le mécanisme de la double majorité empêche la réflexion et empêche le débat. Je pense qu'aussi, on peut discuter de ce qui était présent dans la note des partis néerlandophones, c'est-à-dire on peut discuter de la répartition des compétences entre la commune et les régions, d'une éventuelle fusion des CPS, parce qu'il y a une logique intellectuelle à une fusion des CPS. On peut réfléchir aussi sur les zones de sécurité, même ces zones de police, même si ça paraît plus du wishful thinking que réellement efficace, mais pour ouvrir ce débat-là, sur le fond, il faut quand même aussi ouvrir le débat sur les institutions. Je crois que la région de Bruxelles-Capitale est arrivée à un épuisement de son modèle. C'est le fruit d'un contexte donné de la fin du XXe siècle. On est 40 ans plus tard, Bruxelles a beaucoup changé. Il y a aujourd'hui 40% des citoyens qui ne votent pas pour la région. Donc c'est aussi une question qui pourrait être mise à l'agenda. Donc si on parvient à discuter les deux, c'est-à-dire une refonte des institutions et éventuellement repenser les compétences des communes et des régions, tout en garantissant bien sûr des droits fondamentaux à la minorité néerlandophone, on pourrait avancer dans cette voie-là. Alors il n'y avait pas qu'un scrutin régional cette année, il y avait aussi un scrutin fédéral et un scrutin communal. On a l'impression qu'il là aussi il y a eu pas mal de tensions dans la mise en place des majorités. Steven Van Gaar, vous tiriez, s'il fallait tirer un bilan aujourd'hui, même s'il y a énormément de zones d'ombre de cette année électorale, vous diriez quoi ? Communal et régional. Oui, s'il fallait faire un bilan du paysage politique aujourd'hui. Oui, c'est le blocage. Ça j'ai jamais vécu. Ce qu'on voit maintenant. C'est ça que vous retenez, quoi. Oui, le blocage sur beaucoup de niveaux, au niveau fédéral, au niveau communal aussi, à Schaerbeek par exemple, et au niveau régional, oui. Et l'incapacité des hommes politiques de résoudre ça. Ça, oui, ça. Ouais, et pour vous, Pascal Delhuit, c'est vrai qu'on voit des situations communales comme à Schaerbeek où c'est pas encore réglé, à Molenbeek où c'est très fragile. C'est aussi un peu de l'inconnu. On a rarement vu ça en région bruxelloise. On a rarement vu ça. Je dirais trois choses, selon moi. Premièrement, je l'ai déjà dit, la fragmentation électorale, la dispersion électorale qui est plus importante que jamais. Deuxièmement, je crois qu'il faut avoir cet élément-là en vue dans toutes les négociations, une forme de durcissement de la segmentation entre les communes du sud et de l'est et des communes du nord et de l'ouest, et notamment dans la formation du gouvernement régional, ça peut avoir une certaine importance. Troisièmement, il ne faut pas l'oublier, un parti qui a quand même été super important pour la région, qui est en grande difficulté, qui est Défi. Dans l'élection régionale, l'élection communale, à part à Oudergem et à Woluwe Saint-Lambert, on a pu maintenir les mayorats, a quasiment vu ce parti disparaître de plusieurs communes ou ramener à des expressions très simples. C'est quand même un grand changement dans la vie politique bruxelloise par rapport, je dirais même il y a 10 ans par exemple. Oui. Dernière question, très rapidement. Ajouter la Team Fouad Haïdar, c'était aussi quand même la surprise. Jamais un parti plutôt musulman a eu un succès. Oui, musulman, il n'aime pas du tout le terme, mais enfin, on va pas discuter là-dessus. Maintenant, juste une question en 10 secondes. Un gouvernement bruxellois, pour quand, selon vous ? Moi, je pense que ce sera en tout cas après les vacances de Noël, mais peut-être, oui, février, j'espère, oui. Oui, et vous, Pascal ? Fin janvier, début février, une nécessité. Très bien, merci en tout cas, et on vérifiera si le pronostic se vérifie. Merci pour votre éclairage sur la situation politique. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir. Demain, vous retrouvez Michel Gaillard avec un invité politique. Très bonne soirée à tous.